Il a jeté un coup d'œil à son tour, et j'ai vu son visage se transformer en un mélange de terreur et de choc. Ce n'est pas vraiment paranormal, mais c'est quand même quelque chose de difficile à expliquer. J'avais environ 13 ans quand je me suis lié d'amitié avec un garçon de mon âge dont les parents étaient sourds de naissance. Ils ne pouvaient pas parler de manière compréhensible, et la communication se faisait surtout en langue des signes ou avec de petits gestes. Mais ça, je ne le savais pas encore la première fois que je les ai rencontrés. Un jour, j'attendais chez lui pendant qu'il se préparait pour qu'on sorte. Sa mère était là, et nous avons eu une petite conversation. Rien de bizarre sur le moment, elle m'a posé des questions banales, je lui ai répondu, et tout m'a semblé parfaitement naturel. Elle parlait clairement, je comprenais tout ce qu'elle disait, et je lui répondais normalement. Ce n'est que plus tard dans la journée que j'ai appris qu'elle, ainsi que son mari, étaient sourds depuis la naissance. En théorie, il aurait été impossible qu'elle m'adresse la parole de cette façon, encore moins que nous ayons un échange fluide. Pourtant, c'est bien ce qui s'était produit devant moi, sans la moindre ambiguïté. Après ça, j'ai essayé de revivre ce moment, de recommencer à lui parler, mais jamais plus une telle conversation n'a eu lieu. Avec eux, je n'ai pu communiquer que par geste, par regard ou par l'intermédiaire de mon ami. J'ai fini par en parler à ce dernier, en lui expliquant exactement ce que j'avais vécu. Au début, il a cru que je me moquais de lui et il s'est mis en colère. Mais lorsqu'il a compris que je parlais sérieusement, il a eu l'air sincèrement troublé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune explication rationnelle à ce souvenir. Tout ce que je sais, c'est que la première fois que j'ai rencontré sa mère, j'ai eu une conversation normale et cohérente avec elle, alors que cela aurait dû être impossible. J'avais environ 7 ans quand le père d'un ami me ramenait chez moi un soir. Nous roulions sur une petite route de campagne, boisée et sans éclairage, quand il a soudain écrasé la pédale de frein. J'ai levé les yeux et j'ai vu une créature allongée en plein milieu de la route. La seule façon dont je peux la décrire, c'est comme un porcelet, mais de la taille d'un petit chien. Entièrement sans poils, avec une queue fine. Elle avait l'air blessée ou en train de mourir. Elle était sur le dos, griffant l'air avec ses pattes comme si elle se débattait. Le père de mon ami était fasciné, moi j'étais terrifié. Le chemin était si étroit qu'on ne pouvait pas vraiment contourner l'animal sans l'écraser. Alors, sans trop réfléchir, il a appuyé sur le klaxon. On ne s'attendait à rien de particulier, mais sûrement pas à ce qui est arrivé. La chose a cessé de gratter l'air, s'est tournée sur le côté, puis s'est redressée, sur ses pattes arrière, comme un bébé humain, et a marché ainsi jusqu'à disparaître dans les bois. J'étais pétrifié. Le père de mon ami a repris la route, sans un mot. Mais à peine 1 kilomètre plus loin, il a décidé de faire demi-tour. J'étais mort de peur et je le suppliais de ne pas revenir en arrière. Mais il n'a pas écouté. Et bien sûr, en arrivant, la créature était de nouveau au milieu de la route. Cette fois, il a appuyé longuement sur le klaxon. L'animal s'est relevé d'un coup, comme s'il avait été pris de panique, et s'est enfui à toute vitesse dans la forêt, cette fois à 4 pattes. On ne l'a plus jamais revu. Plus tard, quand nous avons raconté l'histoire à mon ami, il ne nous a pas cru. Mais à ce jour, c'est de loin la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. À l'époque, j'avais pour habitude d'aller courir la nuit autour de mon appartement situé dans le quartier des musées à Houston. Ces sorties me permettaient de me vider la tête après mes journées et j'aimais l'atmosphère presque silencieuse des rues désertes à cette heure-là. Une nuit, alors que je courais seul dans une rue vide, j'aperçus une jeune fille qui avançait dans ma direction. Elle devait avoir 17 ans à peine, elle portait un t-shirt violet un peu trop large, un jean déchiré aux genoux, et elle fumait une cigarette d'une manière étrange, comme si elle ne savait pas exactement comment s'y prendre, ou peut-être comme si elle imitait maladroitement quelqu'un d'autre. Quand je suis passé près d'elle, elle n'a pas levé les yeux, son regard restait figé vers le sol, son visage fermé, sans la moindre réaction à ma présence. Elle continuait à marcher d'un pas régulier,
le geste de sa main répétant mécaniquement ce mouvement étrange avec sa cigarette. J'ai ressenti un bref frisson sans savoir pourquoi, puis j'ai poursuivi ma course en essayant de ne plus y penser. Un peu plus tard, alors que je terminais mon parcours et que je m'engageais dans une rue parallèle pour regagner mon appartement, je distinguai au loin une faible lueur rouge dans l'obscurité, comme celle d'une cigarette incandescente. La silhouette avançait vers moi avec lenteur, et plus elle se rapprochait, plus je sentais une drôle de tension me parcourir. Quand le halo des lampadaires éclaira enfin son visage, je compris que ce n'était pas la même personne. Il s'agissait cette fois d'une femme âgée, probablement autour de 70 ans, et pourtant elle tenait sa cigarette exactement de la même manière étrange que la jeune fille. Ce qui me glaça le sang fut qu'elle portait le même t-shirt violet, le même jean déchiré, et qu'elle affichait le même regard vide et baissé vers le sol. Comme si le temps s'était contracté, comme si la fillette que j'avais croisée quelques minutes plus tôt avait vieilli en un instant et se retrouvait à marcher de nouveau devant moi, figée dans ce rôle inquiétant. Je suis absolument convaincu que la maison de mes parents est hantée. C'est une maison à 2 étages. Nous vivons à l'étage et le rez-de-chaussée est complètement vide depuis plusieurs années. Une nuit, nous étions tous dans le salon à discuter. Il devait être 2 heures du matin. Conversation banale, ambiance tranquille, quand soudain des coups se sont mis à résonner dans le plancher, juste sous mes pieds, venant de l'étage du dessous. Tout s'est tu d'un coup. On s'est tous regardés, pétrifiés. À peine une minute plus tard, on a entendu quelqu'un courir et grimper en trombe les escaliers du perron, jusqu'à la porte d'entrée. Puis plus rien. Pas de coup frappé, pas de voix. Silence total. Mon père a paniqué, a attrapé sa lampe torche et ouvert la porte. Il n'y avait personne. C'était terrifiant. Par la suite, j'ai déménagé dans une autre chambre à l'étage, et j'ai eu la sensation immédiate que quelque chose vivait avec moi. La porte s'ouvrait parfois toute seule. La lumière s'allumait sans raison. J'étais angoissé en permanence. Une nuit, alors que je dormais, je me suis réveillé en entendant un « PSSST, PSSST ». J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme allongé par terre, la tête posée sur le bord de mon matelas, en train de me fixer. Mon cerveau n'était pas encore complètement réveillé, donc je l'ai simplement regardé et je lui ai dit qu'il devait partir. Il s'est repoussé en arrière et a commencé à ramper le long de mon lit, du côté vers le bas du matelas. Je me suis assis et je l'ai suivi du regard, en répétant que ce n'était pas une blague, qu'il devait partir. Puis j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de vivre, j'ai paniqué, me suis allongé d'un coup, me suis tourné de l'autre côté et je suis resté immobile, les yeux fermés, jusqu'au matin. Dans cette même chambre, un autre soir, je pleurais doucement après une rupture avec mon ex. J'avais laissé la lampe de chevet allumée. Alors que j'étais allongé, une petite fille d'environ 8 ans est sortie de mon placard. Elle s'est installée à côté de moi sur le lit et m'a pris la main pendant que je sanglotais. L'été dernier, je suis parti camper avec mon frère. Nous avions choisi un petit coin tranquille au bord d'un sous-bois et installé notre tente juste à côté d'un amas d'arbustes assez épais. Nous n'y avions pas prêté attention au départ, mais il devait y avoir un nid de rats là-dedans, car toute la nuit nous avons entendu leurs pas rapides courir autour de la toile, leurs petites griffes frottant le tissu dans un bruit sec et nerveux. De temps en temps, l'un de nous se levait pour secouer la tente afin de les faire fuir, mais à chaque fois, après quelques minutes de silence, les bruits revenaient. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, je me voyais réveillé en sursaut par le bruit des rats qui tournaient autour, et je tirais doucement la fermeture éclair de la tente pour jeter un œil dehors. Juste devant l'ouverture, immobile, se tenait un petit singe, à peine plus haut qu'un enfant. Son regard était fixé sur moi, sombre et profond, comme s'il attendait que je l'invite à entrer. Ce n'était pas une vision hostile, mais il y avait quelque chose de dérangeant, une étrangeté qui m'a marqué au point que je m'en souvenais parfaitement au réveil. Le lendemain matin, alors que nous rangions le campement et que nous replions la tente, je racontais ce rêve à mon frère. Tandis que je parlais, j'ai remarqué quelque chose qui brillait légèrement dans la terre, juste à côté de l'endroit où se trouvait la tente. Intrigué,
je me suis accroupi et j'ai commencé à gratter la terre avec mes doigts pour le déloger. Je continuais mon récit, et c'est au moment même où je disais à mon frère, devant la tente se tenait un singe, que j'ai sorti de la terre ce petit objet métallique. C'était une sorte de pendentif, une petite breloque, et quand je l'ai essuyé entre mes doigts, j'ai vu distinctement qu'il s'agissait d'une tête de singe, finement sculptée. Mon frère s'est figé, son regard est passé de l'objet à mon visage, et il m'a simplement demandé « Qu'est-ce que tu viens de trouver ?» À ce moment-là, le silence de la forêt semblait plus lourd, et je ne savais pas si je devais rire de la coïncidence ou me demander si mon rêve n'était pas davantage qu'une simple invention de mon esprit fatigué. J'ai grandi dans une grande maison à la campagne, en Suède. Ma chambre donnait sur l'arrière-cour, qui s'ouvrait directement sur une immense forêt. Un hiver, il avait neigé sans arrêt pendant plusieurs jours. Les nuits étaient froides et complètement noires. J'avais 10 ou 11 ans et je lisais tranquillement un livre dans ma chambre quand j'ai soudain entendu un énorme boom contre ma fenêtre. J'ai sursauté et j'ai vu, plaqué à la vitre, la silhouette sombre d'un homme, les deux mains posées contre la fenêtre. J'ai paniqué et me suis précipité dans la chambre de mes parents pour leur raconter. Évidemment, ils ont haussé les épaules et m'ont dit qu'on regarderait ça le lendemain matin. Le lendemain, mon père est sorti inspecter la neige autour de ma fenêtre. Apparemment, il y avait bien des empreintes juste devant, tournées vers le mur. Mais il n'y avait aucune trace en sens inverse. Les pas s'arrêtaient net à ma fenêtre. Encore plus troublant, les empreintes commençaient en plein milieu de l'arrière-cour, comme si l'homme était apparu là, sans venir de nulle part. On n'a jamais compris ce qui s'était passé cette nuit-là. Et le pire, c'est qu'on n'avait aucun voisin à moins de 10 km. Mon grand-père vivait dans une petite suite aménagée dans le couloir de notre maison. C'était comme son propre espace indépendant, il avait sa chambre, une pièce avec la télévision, sa salle de bain, et il y avait encore une autre pièce qui ne lui appartenait pas vraiment, une pièce qu'il n'utilisait jamais et où il ne mettait jamais les pieds. C'était un peu son territoire dans la maison, et il y passait le plus clair de son temps. Depuis sa mort, qui a eu lieu ici même, quelque chose d'étrange se produit régulièrement. Les portes de ces anciennes pièces s'ouvrent et se referment toutes seules, parfois lentement, parfois d'un seul coup sec, comme si quelqu'un circulait encore dans ce couloir. Cela se produit surtout avec la porte de la salle de bain, l'endroit qu'il utilisait le plus de son vivant, comme si ses habitudes n'avaient jamais cessé. En revanche, la porte de la pièce où il n'allait jamais reste toujours parfaitement immobile, elle ne bouge pas d'un millimètre, comme si même dans l'après-vie il respectait encore ce qu'il considérait comme n'étant pas à lui. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé directement mais à mon père. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à somnambuler. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois, parce que j'en ai surtout entendu parler après coup, mais apparemment c'était fréquent. Il était aussi assez courant que mon père, mon frère et moi nous endormions chacun dans un fauteuil devant un film dans le salon. Une nuit, raconte mon père, il s'est réveillé à la lumière du menu DVD qui tournait en boucle pour la 1000e fois. En ouvrant les yeux, il m'a vu debout dans le couloir, près de la porte d'entrée, immobile, face au mur où étaient accrochées des photos de famille. Il m'a parlé à voix basse pour me dire d'aller me coucher mais je ne réagissais pas. Il a insisté un peu plus fort, rien. Comme je ne bougeais toujours pas, il s'est dit qu'il allait devoir me ramener au lit lui-même. En se levant du canapé, il a marché, sur moi, qui dormait juste à côté de lui. Il a levé les yeux et m'a vu tourner la tête vers lui avant de disparaître. Et ce qui est le plus troublant, c'est la façon dont il décrit ma disparition. Selon lui, ce n'était pas un simple « là une seconde », partie la suivante, c'était comme s'il avait perdu une fraction de temps, un micro-claquement où, quand il reprenait conscience de ce qu'il voyait, j'avais cessé d'être là. Pas une disparition nette, plutôt une impression de saut de réalité. Je ne suis ni spirituel ni religieux, donc je mets ça sur le compte de la fatigue, d'une illusion due à la lumière, voire d'un état de demi-sommeil. Mais ce qui reste dérangeant, c'est la conviction absolue avec laquelle il le raconte encore aujourd'hui. Et il y a un détail supplémentaire, le frère de ma mère est mort un mois avant ma naissance.
Elle est plutôt spirituelle et m'a toujours dit à quel point je lui ressemblais, physiquement et dans ma manière d'être. Et l'endroit exact où j'étais, debout dans ce couloir, c'était juste en face de la photo de lui. Assez étrange comme coïncidence. Littéralement, le tout premier souvenir que j'ai de ma vie est celui de mon grand-père penché au-dessus de mon berceau, me souriant avec une tendresse immense. Je le revois encore très nettement, son visage légèrement ridé, ses yeux rieurs et bienveillants, cette présence rassurante qui m'entourait alors que je n'étais qu'un nourrisson incapable même de comprendre ce qu'était un souvenir. Quand j'en ai parlé plus tard, personne n'a voulu me croire, parce que mon grand-père était mort 4 ans avant ma naissance. Pourtant, ce souvenir était déjà là, installé dans ma mémoire comme une image que je n'avais jamais pu inventer, parce que je n'avais aucune raison d'imaginer son visage. Ce qui a tout changé, c'est le jour où j'ai vu pour la première fois une photographie de lui. J'étais encore petit, on feuilletait de vieux albums de famille, et soudain mes yeux se sont arrêtés sur ce portrait. J'ai reconnu immédiatement cet homme, avec une certitude absolue. C'était lui, le même sourire, la même posture bienveillante que dans mon tout premier souvenir. J'ai senti comme un vertige, un mélange d'étonnement et de confirmation, comme si la frontière entre ma mémoire et ce que je n'étais pas censé connaître venait de disparaître. Depuis ce moment, je garde en moi la conviction qu'il est venu me voir d'une manière ou d'une autre, peut-être pour me souhaiter la bienvenue dans ce monde ou pour me transmettre un fragment de lui avant même que je n'ai les mots pour le comprendre. Je travaille comme agent de sécurité de nuit dans un immeuble en copropriété. Une nuit, j'ai remarqué qu'un liquide avait été renversé dans le couloir du sous-sol. Comme je venais de terminer une ronde là-bas quelques minutes plus tôt, je savais que ça venait de se produire. J'ai donc décidé de vérifier les caméras pour voir qui en était responsable. Il était environ 1h du matin, donc très peu de passages. La caméra couvrait tout le couloir ainsi que la porte qui mène à l'escalier montant au rez-de-chaussée. Cet escalier est petit et étroit, à peine une vingtaine de marches, avec une porte au sous-sol et une autre au 2e étage. Il n'y a aucune autre entrée possible. Les caméras filment les 2 portes. La tâche était proche de la caméra, près de la porte. En regardant la vidéo, je me suis vu arriver par le couloir et entrer dans l'escalier. Et là, au moment où la porte se referme derrière moi et que je commence à monter, dans la toute dernière seconde, on voit clairement quelque chose là-dedans avec moi. Je jure que je n'ai rien vu ni rien senti en vrai, mais sur la caméra HD, c'était net, il y avait bien quelque chose. J'ai repassé toutes les bandes de la nuit en vérifiant chaque entrée et sortie. Rien. Ça n'est apparu qu'une seule fois. Le lendemain, j'ai revisionné la vidéo en me disant que j'avais peut-être rêvé. Non. C'était toujours là. J'ai demandé à mon collègue de regarder. Il l'a vu aussi. La femme de ménage également. Ça ne ressemblait pas à un être humain. C'était plus gros qu'un chien, une masse entièrement noire. La séquence dure à peine 1 seconde, impossible de distinguer des traits précis, mais ça ne laisse aucun doute, quelque chose était bien là, filmé par la caméra. Et je ne comprends pas comment j'aurais pu le manquer en vrai, car c'était énorme et juste devant moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être un bug de la caméra. Peut-être que si quelqu'un tombait dessus sans connaître l'histoire, il ne remarquerait rien. Mais pour moi, c'est trop troublant. Depuis, je n'utilise plus jamais cet escalier. Ça n'en vaut pas la peine. Mon collègue m'a confié qu'il l'évite lui aussi. Trop flippant. Il y a des années, quand mon mari et moi venions tout juste d'emménager ensemble, nous passions souvent du temps sur le balcon de notre appartement. Ce soir-là, on s'était installé dehors, les yeux rivés vers le ciel, à chercher des satellites qui glissaient parmi les étoiles. Au bout d'un moment, nous en avons repéré un, du moins c'est ce que nous avons cru. Mais au lieu de filer en ligne droite comme un point lumineux ordinaire, il s'est mis à plonger, à remonter et à virevolter dans tous les sens, d'une manière impossible pour un satellite ou même un avion. Puis, alors que nous fixions encore le ciel, un 2e point est apparu, puis un 3e, puis un 4e.
Il semblait surgir de partout. Nous étions émerveillés, complètement captivés par ce spectacle étrange et inexplicable. Mon copain, qui avait toujours été un sceptique convaincu, s'est pourtant senti troublé. Il a aussitôt appelé sa mère pour lui indiquer la direction à regarder, pensant qu'elle verrait la même chose depuis sa maison. Mais elle n'a rien aperçu. Elle lui a simplement suggéré de téléphoner à une chaîne locale ou à quelqu'un qui pourrait savoir si un spectacle de lumière ou une démonstration aérienne avait lieu dans le secteur. Alors, il a appelé les informations. Mais au bout du fil, personne ne savait rien, aucune activité de ce genre n'était prévue. C'est là que, pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu une lueur de doute traverser son regard. Lui, le grand rationaliste, a tourné la tête vers moi et a dit « Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'ovni ». Nous sommes restés là à observer, fascinés, comme si nous assistions à un spectacle secret qui n'était offert qu'à nous deux. Au bout d'un moment, nous avons entendu notre voisine de l'étage rentrer chez elle. Excitée, nous l'avons interpellée pour lui demander si elle avait vu la même chose que nous. Elle a souri et, sans la moindre hésitation, elle a répondu « Oh. Je sais exactement ce que c'est. Venez avec moi. » Nous l'avons suivie hors de l'immeuble, et elle nous a conduits de l'autre côté des arbres qui bordaient notre résidence. De là, nous avons découvert un grand parking éclairé par des lampadaires. Dans ce halo de lumière, des dizaines de chauves-souris tournoyaient en tous sens, leurs ailes attrapant la lumière d'une manière étrange. Sous certains angles, elles semblaient se transformer en points lumineux brillants, exactement ce que nous avions pris pour des objets volants dans le ciel. C'était donc ça, des chauves-souris, et rien d'autre. Nous avons éclaté de rire en comprenant à quel point nous nous étions emballés. Depuis ce jour, à chaque fois que l'un de nous oublie de prendre du recul ou se laisse emporter par une explication trop rapide, nous avons une petite phrase fétiche, « Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'ovni » et l'autre complète en riant. C'est devenu une sorte de clin d'œil entre nous, un souvenir drôle d'un moment où nous avons failli croire que nous étions témoins d'un secret venu d'ailleurs. Le meilleur ami de mon père est mort l'autre jour. Il avait joué dans un groupe avec lui il y a de nombreuses années. Ma fille m'a posé des questions à son sujet, alors je lui ai montré un extrait sur YouTube de l'une de leurs chansons, une reprise de Rainy Night in Georgia. Je ne l'avais pas écouté depuis au moins 15 ans. Pendant que je faisais écouter ça à ma fille, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai réussi à faire une capture d'écran sur le moment. Quelles étaient les chances que ça arrive pile à ce moment-là? Je n'étais qu'au début de la chanson quand l'appel est tombé. Je ne viens même pas des États-Unis, je fais juste des allers-retours entre l'Australie et New York. Presque personne n'a mon numéro ici. J'ai eu trop peur de décrocher. Une autre histoire qui me hante encore, il y a environ 7 ans, ma cousine et moi faisions une soirée pyjama, pendant que ma fille passait le week-end chez ma mère. À cette époque, ma cousine vivait encore chez sa mère. Vers 7 heures du matin, je me suis réveillé en voyant ma tante entrer dans la chambre pour nous dire que la grande sœur de ma cousine avait eu un accident de voiture mais qu'elle allait bien. Après son départ, ma cousine et moi en avons parlé rapidement, puis nous nous sommes rendormis. Vers 10 heures, en nous réveillant, c'est la première chose dont nous avons reparlé, allongés dans le lit. Ensuite, nous sommes descendus et nous avons évoqué l'accident avec sa mère. Elle n'avait aucune idée de ce dont nous parlions. Et là, le téléphone a sonné. C'était justement la sœur de ma cousine qui appelait pour dire qu'elle venait d'avoir un accident de voiture. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Un jour, quand j'étais en première année d'école primaire, je faisais mon lit comme d'habitude. Je me souviens que je tirais sur les draps pour les lisser quand soudain j'ai senti quelque chose me griffer le pied. J'ai baissé les yeux et là, posée juste à côté de moi, il y avait une espèce de main étrange, toute fine, presque comme un dessin en forme de bâton, une main qui n'avait rien d'humain dans sa forme. Elle ne m'a pas attrapé, elle n'a pas bougé non plus, elle était simplement là, posée comme si elle m'attendait. J'ai pris peur immédiatement et je me suis enfui de ma chambre en courant, sans réfléchir. Ce qui rendait la chose encore plus troublante, c'est que ce jour-là aucun de mes frères et sœurs n'était à la maison.
Personne ne pouvait donc être caché là pour me faire une farce, et à mon âge je n'aurais jamais pu inventer une vision aussi précise. Je n'ai jamais revu cette main par la suite, mais peu de temps après, il m'est arrivé quelque chose d'encore plus étrange. En pleine nuit, je dormais tranquillement quand j'ai senti que ma couverture glissait lentement vers le bas du lit. D'abord j'ai cru que je bougeais en dormant, alors je l'ai simplement tirée vers moi. Mais la couverture a recommencé à descendre, et cette fois j'ai senti une résistance. J'ai tiré un peu plus fort, et j'ai compris que de l'autre côté, sous mon lit, quelque chose s'accrochait fermement au tissu. Pendant quelques secondes, j'ai eu comme un petit duel silencieux, une sorte de tir à la corde avec une présence invisible qui refusait de lâcher prise. Finalement, j'ai récupéré ma couverture et je me suis recroquevillé dessous, le cœur battant à toute vitesse, incapable de fermer l'œil pour le reste de la nuit. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication claire à ce que j'ai vu et vécu à cette époque, mais ces souvenirs me sont restés gravés. Quand j'étais enfant, il y avait un long couloir dans notre maison. On pouvait l'isoler facilement grâce à une porte coulissante. Tout près de cette porte se trouvait ma chambre, au milieu à gauche la salle de bain, et tout au bout le salon d'amis avec une salle de bain attenante. Une nuit, je me suis réveillé avec la sensation que quelqu'un se tenait juste au-dessus de moi à m'observer pendant mon sommeil. J'étais trop terrifié pour ouvrir les yeux, alors je suis resté allongé, immobile, jusqu'à trouver assez de courage pour regarder autour de moi. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai vu une ombre sombre qui flottait au-dessus de moi. Comme l'idiot de gamin que j'étais, je me suis redressé d'un coup, et la chose a reculé brusquement vers la porte de ma chambre. J'ai sauté hors du lit et je l'ai poursuivie dans le couloir. Elle s'est réfugiée dans le coin gauche près de la porte de la chambre d'amis, où elle est restée tapie à me fixer. Je ne suis pas croyant aujourd'hui, mais à l'époque j'allais dans une école chrétienne. Alors, du haut de mes 8 ans, je me suis mis à hurler « Je n'ai pas peur de toi, je suis chrétien. Dieu me protège ». L'ombre a commencé à rapetisser, de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement. Récemment, j'ai vécu ma toute première expérience de paralysie du sommeil. Bien sûr, ce n'est pas un phénomène inconnu, on sait que cela peut arriver, mais le vivre soi-même est terrifiant. Allongé dans mon lit, incapable de bouger, j'ai senti une présence dans la chambre, comme une silhouette sombre, presque démoniaque, tapie dans un coin. C'était exactement ce qu'on décrit souvent dans les récits de paralysie du sommeil, un classique cauchemar éveillé, et pourtant terriblement réel sur le moment. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais les choses ont pris une tournure beaucoup plus troublante lorsque j'en ai parlé à mon meilleur ami. À ma grande surprise, il avait vécu sa toute première paralysie du sommeil cette même nuit. Lui aussi avait senti une présence dans sa chambre, une créature sombre qu'il voyait distinctement, un démon qui semblait l'observer. La coïncidence me paraissait déjà étrange, mais j'ai continué à en parler autour de moi. Quelques jours plus tard, j'ai raconté cette histoire à mes parents. C'est alors que mon père m'a révélé qu'il avait lui aussi vécu pour la toute première fois une paralysie du sommeil, cette même nuit. Il a expliqué que dans son cas, le démon ne se contentait pas d'être présent dans la pièce, mais qu'il était assis directement sur sa poitrine, l'écrasant de tout son poids, l'empêchant de respirer normalement. Je sais bien que la paralysie du sommeil n'est pas un phénomène rare à l'échelle du monde, mais il reste vrai qu'une petite partie seulement de la population l'expérimente un jour dans sa vie. Alors imaginez que mon père, mon meilleur ami et moi ayons tous les trois vécu notre première expérience la même nuit, et que chacun de nous ait ressenti la présence d'une entité démoniaque, c'est statistiquement presque impossible. Il y a quelques années, une amie et moi étions à Myrtle Beach et nous avions choisi de loger dans un motel pourri pour économiser de l'argent. Après une longue soirée, nous avons regagné notre chambre et nous nous sommes effondrés de fatigue. Enfin, elle, oui. Moi, je me suis réveillé vers 3 heures du matin au son du téléphone qui sonnait. À moitié endormi et encore un peu ivre, j'ai décroché. À l'autre bout, il n'y avait que des grésillements et une respiration lourde. J'ai raccroché et me suis rendormi. 5 minutes plus tard, ça a ressonné.
Même chose, du souffle et du bruit statique. La troisième, quatrième et cinquième fois, j'ai laissé sonner. Mon ami, qui dort comme une pierre, n'a pas bougé d'un centimètre. La sixième fois, j'ai décroché en hurlant dans le combiné comme une idiote. La septième, j'ai crié encore. Puis j'ai décidé d'ignorer les sonneries suivantes, même si ça me rendait folle. J'ai essayé de réveiller mon ami, sans succès. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis descendu à la réception pour comprendre ce qui se passait. Je déteste les ascenseurs, donc j'ai voulu prendre l'escalier, mais il était totalement plongé dans le noir. Impossible d'y voir quoi que ce soit. J'ai donc pris l'ascenseur et, horreur, il s'est bloqué et a clignoté pendant 5 secondes entre le deuxième et le troisième étage. Déjà en mode film d'horreur dans ma tête, j'ai fini par arriver à la réception où un type pâle, borgne et un peu inquiétant dormait en ronflotant doucement sur son bureau. Je l'ai réveillé et lui ai expliqué ce qui se passait. Il a vérifié le standard et m'a dit qu'aucun appel n'apparaissait vers notre chambre, mais qu'il allait bloquer toutes les entrées d'appel. Quand je me suis plaint de l'ascenseur et de l'escalier obscur, il a ri pour l'ascenseur, disant qu'il était vieux mais fiable. Par contre, il a eu l'air beaucoup plus sérieux en me conseillant d'éviter les escaliers. Encore secoué, je suis remonté et j'ai vu qu'il y avait eu 3 appels manqués pendant mon absence. Je me suis assise sur le lit, attendant que le téléphone sonne à nouveau. Après une vingtaine de minutes, je me suis recouché et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, j'ai raconté tout ça à mon amie et je lui ai dit qu'on ne pouvait vraiment pas compter sur elle quand les choses deviennent flippantes. Elle pensait que j'avais rêvé, jusqu'à ce que je lui montre l'historique des appels entrants. On a ensuite regardé Cartoon Network et pris nos douches à tour de rôle. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle examinait le téléphone et la carte d'instruction. La petite lumière dans le coin clignotait. C'était un message vocal. Elle a suivi les instructions pour l'écouter. On a d'abord entendu 5 secondes de parasite. Elle l'a repassé en haut-parleur et là, on a entendu une voix grave d'homme murmurer « J'ai juste besoin d'entendre ta voix encore une fois ». Nous avons immédiatement pris nos affaires et quitté les lieux en courant. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Cette nuit-là avait vraiment quelque chose d'irréel. C'est arrivé la nuit dernière. Je me suis réveillé vers 3h30 du matin en entendant mon père se déplacer dans la maison. J'étais encore à moitié endormi quand je me suis tourné dans mon lit, et là, j'ai vu une silhouette massive se découper dans l'embrasure de ma porte. La forme avait la même taille que mon père, et dans ma somnolence, j'ai cru que c'était bien lui. Alors j'ai marmonné d'une voix fatiguée. « Oui, je suis là. Je dors. » La silhouette est restée immobile un instant, puis elle s'est tournée et a disparu dans le couloir, se dirigeant vers la chambre de mes parents. Pourtant, ce qui m'a vraiment glacé, c'est ce que j'ai entendu ensuite, le claquement sec de la porte d'entrée qui se fermait. Mais entre ma chambre et cette porte, il y a plusieurs marches qui grincent à chaque pas. Cette nuit-là, je n'ai entendu aucun craquement, aucun bruit de pas. Le matin venu, alors que je me préparais pour aller travailler, mon père buvait tranquillement son café à la table de la cuisine. Je lui ai demandé pourquoi il s'était levé à 3h30 et pourquoi il était resté dans l'ombre de ma porte à me regarder dormir. Il m'a répondu calmement qu'effectivement, il s'était levé à cette heure-là, mais seulement pour aller aux toilettes. Il n'avait pas marché dans la maison et encore moins jusqu'à ma chambre. Alors, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit-là? Une apparition, un fantôme qui prenait l'apparence de mon père? Mon père aurait-il pu se lever en somnambule, sans s'en souvenir? Ou bien, et c'est l'idée la plus terrifiante, est-ce qu'un inconnu s'est introduit chez nous au beau milieu de la nuit, juste pour rester là à m'observer dans mon sommeil, avant de ressortir en silence? Je ne pense pas qu'il y ait forcément quelque chose de vraiment effrayant là-dedans, mais c'est clairement inexplicable. Je faisais la fête avec quelques amis dans mon immeuble vers 2h du matin quand nous avons décidé d'aller à la station-service à l'angle de la rue. Je n'avais pas sorti mon chien depuis un moment, alors je l'ai attrapé, mis en laisse, et je suis parti avec 2 de mes amis. L'ami numéro 1 marchait à ma droite, un peu devant moi.
L'ami numéro 2 avançait lentement parce qu'il envoyait des textos, donc il était derrière moi, légèrement à gauche. L'ami numéro 1 m'a demandé s'il pouvait tenir la laisse pour que j'aie les mains libres et que je puisse chercher une vidéo dont on parlait. Je lui ai passé la poignée de la laisse, et mon chien, qui était devant nous sur la gauche, s'apprêtait à faire pipi. L'ami numéro 1 s'est arrêté pour attendre l'ami numéro 2, tandis que je continuais de marcher en cherchant la vidéo sur mon téléphone. Sachant que mon chien s'était arrêté pour uriner, que l'ami numéro 1 s'était lui aussi arrêté, et que la laisse passait forcément devant moi, de la main de l'ami numéro 1 jusqu'à mon chien à ma gauche, j'ai eu l'idée de me pencher en avant pour la coincer avec mon ventre et tirer d'un coup mon ami et mon chien, histoire de rigoler. Sauf que je n'ai jamais senti la laisse appuyée contre moi. Je me suis retourné et j'ai vu mes deux amis fixant la laisse, qui se trouvaient maintenant derrière moi. Nous nous sommes tous regardés, parfaitement conscients que nous venions de voir la laisse passer à travers mon corps de façon inexplicable. Nous avons tous paniqué en même temps, ce n'était pas l'un de nous qui avait convaincu les autres. Chacun de nous l'a vu de ses propres yeux. Nous avons refait le scénario encore et encore de nos 3 points de vue et sommes arrivés à la même conclusion. Il n'y avait aucune explication possible, la laisse avait bel et bien traversé mon corps. C'est la chose la plus étrange qui me soit arrivée, à ce jour, mes deux amis jureraient sur leur vie que la laisse est passée à travers moi. À l'époque où je fumais encore, je faisais souvent une petite pause clope devant mon lieu de travail. Ce jour-là, il devait être environ 3 ou 4 heures de l'après-midi. Il faisait grand jour, le ciel était couvert mais l'air restait clair, rien ne gênait vraiment la visibilité. À une quarantaine de mètres de là, il y a une clinique avec son parking. C'est là que j'ai vu une femme descendre d'un SUV argenté. Son image s'est gravée dans ma mémoire parce que je pouvais la voir parfaitement, elle portait une veste orange éclatante, une jupe en jean et de hautes bottes en cuir noir qui lui arrivaient presque aux genoux. Ses cheveux étaient d'un rouge sombre, avec des reflets noirs qui accentuaient leur épaisseur. Je précise tous ces détails parce que je veux transmettre à quel point la scène m'a semblé nette, précise, sans aucune ambiguïté. La femme a fait quelques pas en s'éloignant du véhicule, 6 ou 7 à peine, avant de s'arrêter net. Elle a alors levé les bras et la tête en l'air, comme si elle venait d'oublier quelque chose d'important. Puis elle a fait 2 pas vers la voiture, s'est immobilisée de nouveau et a levé les 2 mains devant elle, paume tournée vers le véhicule, les doigts légèrement écartés. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'absolument incompréhensible. À plus d'1 mètre du SUV, elle a effectué le geste clair et net de fermer une portière imaginaire, ses bras et ses mains traçant le mouvement précis. Et sous mes yeux, la portière s'est refermée exactement dans le même tempo, parfaitement synchronisée avec ses gestes, comme si elle utilisait la force, exactement comme dans les films. J'étais pétrifié, je savais ce que j'avais vu et il n'y avait aucune illusion d'optique possible. Le véhicule était encore en marche, j'en voyais les gaz d'échappement sortir du pot, et il ne s'agissait pas non plus d'un système automatique ou magnétique sophistiqué. La distance était trop grande et la synchronisation trop précise pour être une coïncidence. Depuis ce jour, je reste convaincu que ce que j'ai observé dépassait l'explication rationnelle. La scène est restée gravée dans ma mémoire, comme un moment suspendu où, l'espace de quelques secondes, une inconnue a semblé prouver que certaines choses appartiennent peut-être à un monde que nous ne comprenons pas encore. Je suis sorti marcher vers 2 heures du matin une nuit parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai traversé l'autoroute pour aller de l'autre côté du quartier où je n'étais encore jamais allé. Je suis tombé sur un immense parc rempli de sapins. En me promenant entre les arbres, j'ai entendu un grincement. J'ai jeté un coup d'œil hors des buissons et j'ai vu un seul portique avec une balançoire en plein milieu du parc. Il y avait une fillette d'environ 6 ans dessus, vêtue d'une drôle de robe. C'était totalement flippant. Juste une petite fille qui se balançait en silence dans un parc à 2 heures du matin. On aurait dit une scène sortie d'un film d'horreur. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu et a continué à se balancer. Je ne crois pas aux fantômes ni à ce genre de conneries, donc je ne vais pas dire que c'était l'âme damnée d'un enfant assassiné il y a 100 ans.
C'était juste une gamine qui devait sûrement habiter à une trentaine de mètres dans une des maisons voisines et qui était sortie pour se balancer en pleine nuit. C'est un peu étrange mais, au fond, si j'étais encore un enfant et que j'habitais à côté d'un parc, je me faufilerais probablement dehors la nuit pour aller jouer dessus moi aussi. Les balançoires, c'est génial. J'avais environ 15 ans et je regardais la télévision avec quelques amis. On était assis là, tranquille, absorbés par le programme, quand soudain l'image s'est figée. L'écran s'est rempli de parasites, ce brouillard de statique gris et tremblant, puis d'un coup quelque chose est apparu. À la place de l'émission, nous voyons une silhouette étrange, placée devant ce qui semblait être une grotte ou un escarpement rocheux. Je me rappelle encore des détails, une créature humanoïde, sa peau d'un gris bleuté, posée au sol sur ses 4 membres comme un animal. Elle n'avait rien d'humain dans son regard pourtant. Elle fixait directement la caméra, et par extension elle nous fixait nous, droit dans les yeux, comme si elle était consciente que quelqu'un de l'autre côté de l'écran l'observait. L'image a duré 3, peut-être 5 secondes. Un temps très court, mais suffisant pour nous glacer le sang. Puis, sans avertissement, le programme que nous regardions est revenu, comme si de rien n'était. Aucun bruit inhabituel, aucun message, juste cette interruption incompréhensible. Nous nous sommes regardés, sidérés, chacun cherchant dans le regard des autres une explication. Aucun de nous n'a jamais trouvé une réponse claire. Nous n'avons jamais revu ce genre d'interruption, et personne ne pouvait nous dire ce que c'était. Était-ce une erreur technique, une intrusion de signal, une plaisanterie d'une chaîne quelconque? Ou bien, était-ce quelque chose d'entièrement différent, une sorte de fenêtre ouverte l'espace d'un instant sur autre chose que nous n'étions pas censés voir? Moi et ma compagne roulions vers le nord-ouest de la Pennsylvanie pour aller dans une maison située sur une propriété familiale, perdue en pleine campagne. C'était l'automne dernier. Nous faisons toujours un peu d'entretien à cette période, fermer le puits pour l'hiver, couvrir la sortie de cheminée, puis repartir le lendemain. Depuis chez moi, c'est 2 heures de route, dont la dernière heure à travers le néant rural, avec seulement quelques petits villages éparpillés. Il était environ 22 heures. J'étais au volant sur une route complètement déserte, sans lampadaire, sans circulation, plongé dans le noir absolu. Juste une longue ligne droite de campagne. Tout à coup, ma compagne lâche un « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Sur le coup, j'ai pensé à un cerf qui aurait surgi sur la chaussée, ça arrive souvent par chez nous. J'ai donc balayé du regard, prêt à réagir. Mais quelques secondes plus tard, tout s'est éteint dans mon camion. Le moteur, les phares, la radio. Plus rien. Heureusement, la portion de route était droite, donc j'ai gardé le contrôle, mais sans assistance de freinage, sur un vieux pick-up des années 90, il fallait vraiment écraser la pédale de toutes mes forces pour ralentir. Pendant que j'essayais de redémarrer, ma compagne me suppliait de ne surtout pas m'arrêter. Je lui ai répondu quelque chose comme « Tu veux que je fasse quoi ? Je ne vois plus rien. » Finalement, on s'est arrêté. J'étais abasourdi. Mon camion n'avait jamais fait ça. J'ai tapoté le tableau de bord, comme si ça allait changer quelque chose, mais surtout, je commençais à me sentir gagné par son angoisse. Le silence autour de nous était lourd. J'attendais que quelque chose se produise. Au bout d'une vingtaine de secondes, les phares et les circuits auxiliaires se sont rallumés d'un coup. Le bip continu qui se déclenche quand les phares restent allumés moteur éteint m'a fait sursauter comme jamais. J'ai tourné la clé en priant pour que ça démarre. Le moteur a repris vie immédiatement, à mon immense soulagement. Ma compagne, paniquée, me répétait de partir au plus vite. Je regardais autour de nous, m'attendant à voir quelque chose, mais rien. Alors j'ai repris la route. Sans comprendre. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « Putain, c'était quoi ça ?» Elle a hésité un moment avant de me répondre, elle avait vu quelque chose. J'ai demandé quoi ? Je sais pas, sur le bord de la route. Ça ressemblait à une silhouette humaine, mais je n'ai pas distingué de visage. Et les phares ne l'éclairaient pas normalement. Si elle m'avait dit ça sans l'incident électrique,
j'aurais pensé à une illusion, un jeu d'ombre. Mais là, tout mis bout à bout, c'était franchement flippant. En plus, la radio n'a jamais redémarré. C'était un modèle Pioneer monté après coup. L'écran s'allumait, mais aucun affichage, pas de fréquence, pas d'heure. Et surtout aucun son, même pas de grésillement. Elle était morte, et n'a jamais refonctionné malgré tous mes essais. J'ai fini par la remplacer. On est arrivé sain et sauf à la maison, mais inutile de dire qu'aucun de nous n'a fermé l'œil cette nuit-là. Et le plus étrange, c'est que techniquement ça n'avait pas de sens. Même si une borne de batterie s'était déconnectée, l'alternateur aurait dû continuer à fournir du courant et maintenir le moteur et les systèmes. J'ai vérifié, l'alternateur était parfaitement dans les valeurs normales. Je n'ai jamais vraiment cru au paranormal, mais depuis cette nuit, je ne peux que répéter la seule chose qui m'est venue, putain, c'était quoi ça? Une certitude en tout cas, plus jamais je ne reprendrai cette route quand la nuit tombe. L'année dernière, je rénovais ma maison. Il devait être environ 19h quand les ouvriers ont terminé leur journée et sont partis. Mon père m'avait confié la responsabilité de fermer la maison avant de retourner chez nous, dans notre autre logement. Je suis donc monté à l'étage pour éteindre les lumières et verrouiller les pièces. J'ai commencé par une chambre située dans le coin du 2e étage. J'ai éteint la lampe, puis j'ai pris la direction des escaliers. Mais à peine avais-je descendu quelques marches que j'ai entendu un bruit sourd, comme si des seaux de peinture ou des boîtes s'étaient renversés brusquement dans la pièce que je venais de quitter. Le son m'a glacé le sang. J'ai essayé de me raisonner. Je savais que nos voisins avaient un chat qui s'était déjà aventuré dans notre maison, surtout lorsque la porte restait entr'ouverte en journée. J'ai donc pensé que l'animal s'était peut-être faufilé à l'intérieur et qu'il avait fait tomber quelque chose en grimpant. Je suis retourné dans la chambre pour vérifier, mais rien n'avait bougé. Tous les pots de peinture et les outils étaient exactement là où les ouvriers les avaient laissés. Rien au sol, pas de désordre. J'ai refermé la lumière une 2e fois, fermé la porte et repris le chemin des escaliers. C'est alors que la chose la plus étrange s'est produite. Derrière moi, sans que je touche à quoi que ce soit, la lampe s'est rallumée d'elle-même. Je me suis figé, le cœur battant. J'étais seul dans la maison, et je devais y revenir seulement 2 jours plus tard, mais à cet instant j'étais terrifié. J'ai rassemblé mon courage, je suis retourné dans la pièce, j'ai rouvert la porte, rallumé la lumière, puis je suis reparti en vitesse. En descendant, le phénomène s'est reproduit. La lampe s'est rallumée une nouvelle fois comme si quelqu'un refusait de me laisser éteindre cette pièce. À ce moment-là, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai couru jusqu'à la sortie, refermé la maison derrière moi et je suis parti en tremblant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'événement le plus étrange et le plus inexpliqué que j'ai jamais vécu. Mon ami Craig avait un frère aîné, Brandon. Un jour, Brandon appelle Craig depuis le centre-ville, complètement désorienté. Craig pense qu'il est soit ivre, soit défoncé, parce qu'il n'arrive pas à comprendre où il se trouve, alors qu'il est en plein centre-ville, là où il y a plein de transports en commun, et qu'il habite juste à côté d'une ligne de métro. Au maximum, il se trouve à 30 minutes de chez lui. Craig passe donc 2 heures au téléphone à essayer de le guider jusqu'à la maison. Brandon monte et descend de bus, prend des trains dans le mauvais sens, une vraie pagaille. Finalement, Brandon dit qu'il voit la maison au loin et sa voix commence à grésiller, comme si la communication se brouillait. Pourtant, il continue de parler. Il est complètement submergé par l'émotion, heureux comme jamais. Il ne cesse de répéter à quel point il est content que Craig soit resté avec lui au téléphone et qu'il l'ait aidé à rentrer. Il insiste sur le fait que son frère est extraordinaire et qu'il devra lui rendre l'appareil un jour pour ce qu'il a fait. Puis la voix devient de plus en plus couverte de parasites, comme une vieille chaîne de télévision brouillée, et la communication finit par couper net. À ce moment précis, on frappe à la porte. Craig ouvre. Un policier se tient là, son chapeau à la main. Il lui annonce que Brandon est mort.
Il y a quelques années, un ami et moi traversions le vieux centre historique de notre ville. Je ne me souviens plus où nous allions exactement, mais sur le chemin nous passions devant un petit cimetière coincé entre deux bâtiments. Rien d'extraordinaire jusque-là, c'est un endroit qu'on connaissait de vue, avec sa vieille clôture de fer et un panneau explicatif à l'entrée. Ce jour-là pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que nous marchions le long de la clôture, nous avons remarqué une fille assise à l'intérieur du cimetière, adossée au grillage, juste à l'endroit où se trouve la plaque. Elle semblait avoir notre âge, 13 ou 14 ans tout au plus. Elle avait l'air normale, habillée simplement, ses cheveux tombant sur ses épaules. Rien de menaçant ni d'inquiétant, si ce n'est le fait qu'elle était assise là, seule, dans un cimetière. Nous avons continué à marcher sans nous attarder. Mais au moment où je passais devant elle, j'ai eu le réflexe de tourner la tête par-dessus mon épaule. En à peine 2 ou 3 secondes, elle avait disparu. Il n'y avait plus personne assise contre le grillage. Ce qui rend la scène inexplicable, c'est qu'il aurait été totalement impossible pour elle de se lever de sa position assise, de courir et de disparaître dans un espace aussi ouvert sans qu'on la voie. Nous avions une vue dégagée sur tout le cimetière, il n'y avait ni arbre assez large ni pierre tombale assez haute pour se cacher. Pourtant, elle n'était plus là. Mon ami a vu la même chose que moi et nous avons tous les deux ressenti ce frisson particulier, ce mélange de confusion et d'angoisse qu'on ne peut pas ignorer. Et ce souvenir me revient encore aujourd'hui, renforcé par le fait que le centre-ville est connu pour ses histoires de hantise. C'est un lieu ancien, présent dès l'époque où l'État faisait encore partie des 13 colonies, et chaque rue semble porter ses fantômes. Depuis, je n'ai jamais trouvé d'explication logique. Tout ce que je sais, c'est que cette fille était là une seconde, puis qu'elle n'était plus là la suivante. Et plus j'y pense, plus cette scène me paraît irréelle, comme si nous avions entrevu quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à notre monde. J'étais chez ma mère et nous étions assis dans le salon à regarder la télévision. La cuisine était directement reliée au salon. Depuis le canapé, on pouvait voir la porte, mais de côté, ce qui faisait qu'on ne voyait pas vraiment l'intérieur de la cuisine. À un moment, une page de publicité est arrivée et nous avons commencé à discuter. Même après la reprise de l'émission, nous avons continué à parler parce que ce qui passait à la télé n'était pas assez intéressant pour retenir notre attention. Nous en sommes venus à parler du premier mari de ma mère. C'était assez rare, car ce n'était pas mon père et leur relation n'avait pas duré longtemps. Je ne pourrais même pas te dire avec certitude quel était son prénom. Je l'avais croisé rapidement quelques fois parce que mon demi-frère, son fils, vivait souvent chez nous. Le seul souvenir précis que j'avais de lui, c'était sa manière de marcher. Il portait toujours de grosses bottes et il les faisait résonner à chaque pas. Ce n'était pas pour intimider, c'était juste sa façon naturelle de marcher. Bref, elle parlait de lui, de son travail, et de quelques souvenirs de l'époque où ils élevaient ensemble mon demi-frère, quand elle a été interrompue par un appel, de mon demi-frère justement. Elle décroche, parle quelques secondes, puis pousse un cri. À ce moment-là, je n'étais pas encore au courant, mais il venait de lui dire que son père était mort la veille. Et c'est là que nous avons tous les deux entendu des bruits de bottes résonner, s'éloignant de la pièce. Ma mère a hurlé, et nous avons tourné la tête en même temps. J'ai vu clairement des bottes et une partie d'une jambe, comme si quelqu'un venait de passer par la porte en direction de la cuisine. Elle a lâché le téléphone, s'est levée et a couru. Je suis resté figé quelques secondes, puis j'ai repris mes esprits et je l'ai suivi. Quand je suis arrivé dans la cuisine, il n'y avait rien d'anormal. Comme je n'avais pas encore entendu la nouvelle du décès, j'ai pensé qu'un intrus s'était introduit et s'était enfui. J'ai vérifié toutes les fenêtres et les portes, j'ai même regardé dans les placards. Tout était verrouillé, rien n'était déplacé, aucun signe d'une intrusion. Pendant ce temps, ma mère pleurait, dans un état que je ne peux décrire que comme hystérique. J'essayais de la rassurer en parlant d'un éventuel cambrioleur, en disant des phrases comme « Ne t'inquiète pas, il est parti ». Ce n'est qu'après qu'elle s'est calmée un peu qu'elle a pu me dire ce que mon demi-frère venait de lui annoncer. Le chat de mon colocataire avait une drôle d'habitude,
il adorait s'élancer à toute vitesse dans le couloir pour venir percuter ma porte de chambre et l'ouvrir d'un coup sec. C'était son petit jeu, et j'avais décidé de le filmer pour montrer ses folies à mon colocataire. J'ai donc placé mon téléphone devant l'ouverture de la porte, prêt à capturer la scène. Quand j'ai regardé l'enregistrement, j'ai remarqué quelque chose que je n'attendais pas du tout. Le chat ne courait pas au hasard. Il semblait en fait poursuivre une petite sphère lumineuse, un orbe blanc éclatant, parfaitement rond, qui descendait le long du couloir. L'orbe ralentissait, accélérait, changeait subtilement de trajectoire avec une fluidité étrange, puis il est descendu vers le sol, a glissé sous la porte et s'est envolé de l'autre côté de la pièce dans un mouvement gracieux. Ce n'était pas un reflet, ni un effet de lumière sur l'objectif. La forme était nette, régulière, et son comportement donnait vraiment l'impression qu'elle avait une volonté propre. Le plus étrange, c'est que la scène n'avait rien de sinistre. Au contraire, c'était presque beau, fascinant à regarder, comme si le chat et l'orbe jouaient ensemble dans une danse invisible aux yeux de tous. Malheureusement, je n'ai jamais pu conserver cette preuve. Mon téléphone a été volé plus tard, à l'aéroport en Irlande, par un type derrière le comptoir d'une agence de location de voitures. Et avec ce téléphone, l'enregistrement a disparu à jamais. Je n'ai plus que le souvenir de ce moment improbable, une rencontre lumineuse qui n'a effrayé personne, ni moi, ni même le chat, mais qui reste gravé dans ma mémoire comme quelque chose d'inexplicable et d'étrangement apaisant. Quand j'étais au lycée, nous vivions sur la base de Fort Meade, dans le Maryland. Je travaillais comme emballeur au supermarché de la base, et un soir, en sortant du travail, ma mère m'attendait devant le magasin dans le van. Elle m'a dit qu'elle allait à notre église pour décorer sa salle de classe et m'a demandé si je voulais venir. L'autre option était de rentrer à la maison où se trouvait mon beau-père, avec qui je ne m'entendais pas du tout. J'ai donc choisi d'accompagner ma mère. Elle s'occupait de la classe de la nurserie à l'église, là où les gens laissaient leurs bébés et leurs jeunes enfants pour pouvoir assister aux activités sans être dérangés. L'église se trouvait dans une ville appelée Bowie, à une trentaine de minutes de route. Nous sommes arrivés et j'ai pris la boîte de décoration pour la porter jusqu'à la porte. Il était environ 20 heures, il faisait nuit, un peu brumeux, l'ambiance parfaite pour une soirée inquiétante. En plus, nous allions être seuls dans cette église que j'avais toujours trouvée un peu effrayante. Ma mère a ouvert la porte, je suis entré avec la boîte, et elle a refermé derrière moi avant d'allumer les lumières. Le plan du lieu était simple, on entrait dans le hall principal, en face il y avait les portes de l'auditorium, et à gauche un couloir. Sa salle de classe se trouvait être la première porte à gauche. Nous sommes entrés, j'ai posé la boîte et commencé à sortir les décorations. Nous étions dans le bâtiment depuis moins de 5 minutes quand c'est arrivé. Un cri de femme, strident et puissant, a traversé les ténèbres et le silence de l'église. Le son semblait provenir du fond du bâtiment. Ma mère et moi nous sommes figés, incapables même de respirer. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, cela m'a semblé durer des heures, mais ce n'était sûrement que quelques secondes. Pour la seule fois de ma vie, j'ai senti tout mon sang descendre dans mes pieds et devenir glacé. Finalement, ma mère a rompu le silence en me chuchotant qu'il fallait rester tranquille. Sa logique était que, si un fou se trouvait dans l'église, il ne devait pas savoir que nous étions là. J'ai attrapé une chaise pliante en métal et me suis placé derrière la porte. Elle m'a demandé ce que je faisais et je lui ai expliqué que si quelqu'un entrait, j'allais le frapper avec la chaise. Elle a trouvé que c'était une bonne idée et a cherché une arme pour elle. Elle a fini par se saisir d'une poupée en caoutchouc, ce qui m'a fait rire doucement, l'imaginer affronter un agresseur avec un poupon était absurde. Nous étions là, chacun avec notre arme, quand soudain ma mère a complètement abandonné l'idée de rester silencieuse. Elle s'est mise à crier des paroles insensées sur la lumière de Jésus-Christ qui nous protégeait. C'était presque aussi terrifiant que le cri initial. Puis, redevenue calme, elle a décidé qu'il valait mieux sortir par la fenêtre et courir jusqu'au van. Nous avons filé vers le véhicule, essoufflés et paniqués. Nous n'avons rien dit pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que ma mère rompe le silence pour me dire de ne jamais parler de ce qui venait de se passer. Surtout pas à l'église. J'ai accepté,
surtout parce que j'étais encore terrifié, et pendant longtemps, nous n'avons plus jamais évoqué cette nuit-là. Je n'ai plus de câble depuis longtemps, je regarde donc la télévision uniquement en streaming. Ce jour-là, je suivais la couverture des manifestations lors d'un rassemblement de Trump sur Fox News, via un de ces sites qui retransmettent les chaînes en direct. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, soudainement, la diffusion s'interrompe. L'écran est passé à un message d'alerte d'urgence, émis par KTLA15, probablement une station locale affiliée à Fox à Los Angeles. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que c'était un de ces tests de routine, comme on en voit parfois, rien de plus. Mais presque immédiatement, une annonce glaçante a retenti. La voix disait quelque chose comme « Nous avons détecté un missile nucléaire se dirigeant vers Los Angeles. La population est priée de se réfugier immédiatement dans des abris et de se protéger des retombées radioactives. Le rayon d'impact attendu est d'environ 400 miles. Le président Obama va bientôt s'adresser à la nation, mais pour l'instant, nous reprenons la diffusion normale. » Je suis resté figé, incapable de bouger, le souffle coupé. J'ai tourné la tête vers mon neveu, qui était assis à côté de moi, et je lui ai demandé s'il avait entendu la même chose. Il m'a confirmé d'un signe de tête, les yeux écarquillés. Nous étions abasourdis. Aussitôt, nous avons ouvert nos ordinateurs et nos téléphones pour chercher des informations. Reddit, Twitter, les grands sites d'actualité, absolument rien. Rien sur CNN, rien sur les chaînes majeures, pas la moindre alerte officielle. Pourtant, ce genre de nouvelles aurait dû être partout, en direct, à la une mondiale. 2 heures plus tard, nous n'avions toujours rien trouvé. Tout semblait comme si rien ne s'était produit. Pas d'interruption ailleurs, pas de confirmation, comme si cet étrange message avait été diffusé uniquement pour nous, puis effacé du reste du monde. Je n'ai jamais trouvé d'explication. Était-ce une erreur technique? Un canular? Ou bien une sorte de bug dans la matrice, un fragment d'une réalité parallèle qui s'est brièvement glissé dans la nôtre avant de disparaître? Tout ce que je sais, c'est que nous étions 2 à l'avoir vu et entendu. Et que cette soirée-là, quelque chose a fissuré, l'espace de quelques minutes, la normalité de notre monde. Toujours inexpliqué. J'ai même raconté cette histoire sur des subreddits consacrés à la biologie et aux insectes. Personne n'a pu donner de bonnes réponses, même si une réponse humoristique m'a bien fait sourire. Ce qui m'a vraiment glacé le sang ce jour-là, c'est l'association des mouches avec le paranormal. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai jamais revécu, et je n'ai jamais entendu qui que ce soit en parler non plus. Je ne l'oublierai jamais. Dis-moi si tu as déjà entendu quelque chose de similaire. C'était en 1989. Je venais d'acheter mon premier pistolet. J'avais grandi dans une famille de chasseurs et de tireurs, mais je n'avais jamais eu ma propre arme. J'avais acheté un Colt .45 modèle 1911. Je l'ai encore aujourd'hui. J'avais pris des munitions et j'avais conduit mon pick-up Datsun de 1982 dans le désert pour l'essayer. J'étais seul, et c'était un chaud matin d'été. J'ai trouvé un coin isolé, même s'il y avait pas mal de détritus et de débris, preuve que des gens avaient tiré là avant moi. Tout excité, je suis descendu pour commencer à tirer. Puis une odeur lourde, sucrée, insupportable de mort s'est imposée. L'odeur de quelque chose de pourri, comme un chien ou un animal mort. C'était si fort que ça semblait partout. J'ai reculé d'une centaine de mètres de mon camion, mais le relent me poursuivait, omniprésent. J'ai tiré 2 chargeurs, incapable de supporter plus longtemps cette puanteur, puis je suis retourné vers mon camion. L'odeur me glaçait le sang. À ma grande horreur, j'ai découvert que tout l'avant gauche de mon camion était recouvert de mouches. Littéralement recouvert. Comme ces photos où l'on voit des abeilles tapisser quelqu'un ou quelque chose sans qu'on distingue un seul centimètre carré de libre. C'était pareil. L'aile avant gauche, le capot, le pare-brise et la vitre passager étaient totalement couverts. Même l'antenne radio était couverte de mouches jusqu'au sommet.
Elle grouillait sur mon camion et la masse grossissait rapidement. Terrifié, j'ai sauté dans le véhicule et j'ai démarré en trombe. Mes essuie-glaces n'arrivaient pas à les chasser. Elles entraient par les bouches d'aération et se retrouvaient maintenant à l'intérieur avec moi. Une fois sur l'autoroute, j'ai poussé mon petit Datsun jusqu'à 145 km/h, et ce n'est qu'à cette vitesse qu'elles ont commencé à se décrocher. Arrivé en ville, je suis allé directement à la station de lavage. Je suis allé au cinéma avec mon frère, sa femme, leur colocataire, un autre couple et un ami pour voir Les 8 salopards. Dès le début, j'ai remarqué un homme assis devant nous qui ne cessait de nous observer discrètement. Quand ma belle-sœur s'est levée pour aller aux toilettes, il s'est levé juste après elle et l'a suivie. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas et je me suis dit que si elle ne revenait pas dans les 5 minutes, j'irais vérifier. Elle est finalement revenue, mais ce type est revenu juste derrière elle. Au lieu de reprendre sa place, il est allé s'asseoir dans un coin et a commencé à balayer la salle du regard comme s'il étudiait chaque personne présente. Mon inquiétude a grandi et j'ai commencé à craindre qu'il prépare quelque chose de dangereux, une attaque ou une fusillade. Quand la copine du colocataire de mon frère est sortie de la salle, il l'a suivie à son tour. Cette fois-ci, j'ai décidé de réagir et je suis sorti moi aussi, mon couteau ouvert caché dans la poche de mon sweat, prêt à intervenir si nécessaire. Dans le couloir, je l'ai trouvé près des toilettes. Il m'a vu, a hésité un instant, puis a quitté les lieux sans un mot et n'est jamais revenu pour le reste du film. Pendant toute la séance, je suis resté sur mes gardes. J'ignore encore aujourd'hui s'il était seulement un homme bizarre et maladroit ou s'il avait réellement des intentions sombres. Tout dans sa manière d'agir donnait l'impression qu'il préparait quelque chose de malveillant, et ce souvenir me hante encore car je sais que la situation aurait pu basculer à tout moment. Juste après le lycée, j'ai pris des champignons avec des amis. On était chez un type qui habitait dans un immeuble avec une porte d'entrée verrouillée. Au fil de la nuit, tout le monde est allé se coucher sauf moi. J'ai voulu sortir fumer et je me suis retrouvé enfermé dehors. J'ai passé 10 minutes à essayer de rentrer avant de comprendre que ça ne marcherait pas. Alors je suis allé jusqu'au coin de la rue et j'ai vu 2 voitures de police garées là. Étant un adolescent sous champignons, j'ai failli me chier dessus. J'ai couru me cacher dans une sorte de renfoncement. J'y suis resté ce qui m'a semblé être 2 heures mais qui devait en réalité être un quart d'heure. De là où j'étais, je pouvais voir la piste cyclable qui faisait le tour de la ville. Mes parents habitaient pas loin. Il devait être 5 heures du matin, alors je me suis dit tant pis et j'ai décidé de rentrer à pied. Il n'y avait que 2 miles, et je l'avais déjà fait plein de fois en marchant ou en skate. Peu importe, c'était mieux que de rester coincé dehors. Et les champignons faisaient encore bien effet. J'ai donc marché tranquillement jusqu'à la maison et je suis arrivé pile au lever du soleil. Ma belle-mère partait travailler quand je suis entré. Je lui ai dit que je m'étais retrouvé enfermé dehors et je suis allé me coucher. Le lendemain, elle m'a demandé d'où je venais à pied, parce que 2 nonnes du coin avaient été violées et étranglées avec leur chapelet par un type qui s'était évadé de la prison locale. Ça s'était passé à environ 800 mètres de là où j'étais, mais dans la direction opposée à la mienne. Quand je suis parti faire mes études dans le Midwest, j'ai été placé dans une résidence universitaire réputée pour être hantée. Je préfère garder le nom de l'école pour moi par respect pour les personnes concernées, mais cette histoire m'a marqué à jamais. Pendant ma première année, il n'y a eu que 2 fois où l'alarme incendie s'est déclenchée en pleine nuit sans raison. Personne n'avait tiré le levier, il n'y avait ni fumée ni feu, rien du tout, seulement un prétendu « bug » du système. Chaque fois, le lendemain, nous apprenions qu'une des résidentes avait tenté de se suicider au cours de la même nuit. Ces 2 incidents se sont produits à des moments différents et concernaient 2 jeunes filles différentes. Je connaissais personnellement ces 2 étudiantes et cela a rendu la coïncidence encore plus troublante. L'ambiance dans la résidence a changé après ces événements. Certains y voyaient une simple suite de hasards, d'autres étaient persuadés qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce bâtiment, comme si une présence invisible réagissait à la détresse des résidentes.
Les couloirs semblaient plus silencieux, les chuchotements entre voisins se faisaient plus fréquents, et chacun se demandait si l'alarme retentirait encore une fois au milieu de la nuit. Moi, je n'ai jamais su quoi penser. Je savais que ces jeunes femmes souffraient, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce système d'alarme qui se déclenchait sans raison avait été une sorte d'appel au secours, comme si le bâtiment lui-même voulait signaler que quelque chose de grave se passait. J'ai vécu il y a quelques années dans une petite maison à la campagne. Rien de spécial, une vieille bâtisse, je suis presque sûr qu'il y avait encore du câblage en tissu. La salle de bain était même une extension rajoutée plus tard. Bref, j'avais acheté un fauteuil sur Craigslist, un lazy boy comme on fait quand on est jeune. Mon voisin, que je n'avais jamais rencontré, est venu me voir juste après que j'ai installé le fauteuil dans mon salon. Il m'a invité à un barbecue le lendemain. Je lui ai dit de s'asseoir et je suis allé lui chercher une bière dans le frigo. C'était un type super sympa, plus âgé, sans doute retraité. Il m'a même proposé de tondre ma pelouse parce qu'il venait de s'acheter une tondeuse autoportée. On a discuté un moment puis il est rentré chez lui. À 4 heures du matin, on frappe à ma porte. C'était la police. Mon voisin avait disparu et j'étais la dernière personne à l'avoir vu. J'ai raconté sa visite et les agents sont repartis. Je suis retourné me coucher. Vers 7 heures, mon collègue est arrivé chez moi. Il s'est affalé dans mon nouveau fauteuil, dans lequel je ne m'étais pas encore assis, et on a discuté un peu avant qu'il parte travailler. Je finissais de me préparer quand, quelques minutes plus tard, on a frappé à nouveau à ma porte. C'était encore un policier. Ils avaient retrouvé mon voisin. Il était parti dans les bois derrière chez lui pour faire un petit feu de camp et boire quelques bières. Sa fille l'avait retrouvé mort. Les policiers m'ont posé toutes sortes de questions sur d'éventuelles drogues, parce qu'il semblait en bonne santé, donc selon eux ça devait être ça. Plus tard, on a appris que c'était une crise cardiaque. Pendant que je parlais avec l'agent, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était mon patron, inquiet de ne pas avoir vu mon collègue au travail, sachant que d'habitude on faisait du covoiturage. Je leur ai dit que ce matin-là nous n'avions pas roulé ensemble parce que j'étais en retard. L'agent est reparti et j'ai pris la route du travail. En chemin, la police m'a arrêté. Mon collègue avait été retrouvé mort. Crise cardiaque au volant. Il avait 23 ans, en pleine santé, et devait se marier plus tard dans l'année. C'était une tragédie. J'ai brûlé le fauteuil avant que qui que ce soit d'autre puisse s'asseoir dedans. Je faisais des recherches généalogiques et je cherchais la tombe de mon arrière-arrière-grand-père. Je marchais le long d'une rangée de pierres tombales quand, soudain, j'ai ressenti une impression très forte, presque une injonction intérieure, qui me disait d'arrêter. Je me suis figé, puis j'ai tourné la tête à gauche, là où les pierres étaient orientées à l'opposé de moi. Je me suis approché pour voir et j'ai découvert qu'il s'agissait de la tombe de mon arrière-grand-mère du côté maternel. J'avais déjà rencontré cette femme, et je me souvenais même d'avoir assisté à ses funérailles quand j'étais très jeune, à peine 5 ans. Pourtant, rien ne distinguait cette partie du cimetière des autres, et après 45 ans il aurait été impossible pour moi de retrouver cet endroit par simple mémoire visuelle. Cette coïncidence m'a profondément troublé. Ce n'était pas seulement une question de hasard, car la sensation qui m'avait arrêté avait été si nette que j'ai eu l'impression que quelqu'un voulait réellement attirer mon attention à ce moment précis. Je suis resté un long moment devant sa tombe, à me rappeler de brefs souvenirs d'enfance et à imaginer la vie qu'elle avait menée, les liens invisibles qui nous unissaient encore malgré le temps. L'atmosphère du cimetière avait changé autour de moi, comme si le silence s'était épaissi. J'ai ressenti une étrange forme de paix, mêlée à un respect profond. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais ce jour-là, mais j'ai eu l'impression que ma visite avait pris un autre sens, comme si mon arrière-grand-mère m'avait guidé pour me rappeler qu'elle faisait toujours partie de mon histoire familiale. Mon meilleur ami est décédé en juillet 2011 d'une forme rare et agressive de cancer des os, seulement quelques jours après son 22e anniversaire.
Inutile de dire que ce fut une période extrêmement difficile de ma vie et que j'ai eu énormément de mal à surmonter les mois qui ont suivi sa mort. La plaie était encore très vive en octobre suivant, lorsque je rentrais chez ma sœur en voiture avec ma petite amie de l'époque après un feu de camp tard dans la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message. Le message provenait d'un « expéditeur masqué ». J'ai ouvert la photo d'un geste rapide puis j'ai immédiatement reposé mon téléphone, choisissant d'attendre d'être garé dans l'allée de ma sœur avant de vraiment essayer de comprendre ce que je regardais. C'était une photo que j'avais prise d'un dessin affreux qu'il avait griffonné sur le mur de sa chambre, une sorte de « nugget de poulet faisant des tractions ». Après son diagnostic, il fumait beaucoup de weed et je l'avais vu tracer cette connerie un jour où nous étions seuls, lui et moi. Nous avions ri pendant un long moment à propos de ça, et c'était un souvenir que seuls lui et moi partagions. Et voilà que cette image me revenait, envoyée dans un mystérieux message. Après avoir eu le temps de réaliser ce que je voyais, j'ai éclaté en sanglots et j'ai tenté de rappeler ce numéro pour vérifier si quelqu'un me faisait une mauvaise blague, mais je n'ai eu droit qu'à une voix automatique m'indiquant que le numéro ne peut pas être joint tel que composé. Peut-être qu'il existe une explication rationnelle, mais il m'avait toujours dit qu'il viendrait me hanter quand il avait appris que son cancer était incurable. Si jamais il a essayé de me contacter à d'autres moments, ça a toujours été bien plus subtil et je n'y ai pas prêté attention. Je devais avoir une douzaine d'années quand c'est arrivé. Le chien de mes parents s'est mis à aboyer furieusement vers la porte du fond, une grande baie vitrée qui donnait sur l'extérieur. Tout le monde dormait et j'étais le seul à me lever pour voir ce qui se passait. Derrière la maison de mes parents, il y avait un vieux parking abandonné et, un peu plus loin, de l'autre côté, un parking d'immeubles résidentiels, à peu près la distance d'un terrain de football. Cette nuit-là, en regardant dans la direction des appartements, j'ai aperçu un phénomène étrange. Dans le parking, une sorte de spectacle de lumière se déroulait, rappelant la séquence du voyage cosmique dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais avec des mouvements plus fluides et circulaires. Les lumières tournaient et s'entrelaçaient dans une zone cylindrique bien délimitée, presque comme l'effet de téléportation que l'on voit dans les films récents de Star Trek. Le chien s'est calmé d'un coup, comme s'il comprenait que ce n'était pas une menace. J'ai fini par m'asseoir sur le carrelage de la cuisine avec lui et nous avons simplement regardé cette chose mystérieuse pendant 5 bonnes minutes. Puis, sans bruit, sans trace, le phénomène a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Je ne prétends pas que c'était des extraterrestres, vraiment pas, mais je n'ai jamais revu un spectacle pareil en 20 ans. C'était unique, inexplicable, et ça m'a laissé avec une question qui me suit encore aujourd'hui, qu'est-ce qui pouvait bien provoquer un tel phénomène, là, dans un simple parking d'appartement en pleine nuit? Quand je suis né, nous vivions dans un appartement. Il n'était pas grand, mais apparemment il y avait un petit couloir qui me terrifiait complètement à partir de mes 15 mois environ. Je restais figé sur place, les yeux écarquillés, refusant d'aller plus loin. Quand on me demandait ce qui me faisait si peur, tout ce que je répondais c'était « le Luc-Luc ». Peu de temps après, nous avons déménagé dans une maison à quelques rues de là, où nous avons vécu jusqu'à ce que je parte m'installer seul. À peine installé, je me suis mis à avoir peur du fond d'un couloir en particulier, réagissant exactement comme dans l'appartement et répétant que c'était le Luc-Luc. Apparemment, ce qui m'effrayait le plus se trouvait dans le coin du plafond, mais j'évitais le couloir entier à tout prix. En grandissant, ma peur a disparu et même si je me souvenais d'avoir été terrifié, un jour je me suis rendu compte que je ne me rappelais plus ce que j'avais cru que le Luc-Luc était. 30 ans plus tard, je vivais dans un autre état avec mon mari, dans la maison où nous avons appris que j'étais enceinte de notre fille. Elle est née alors que j'avais presque exactement le même âge que ma mère quand elle m'a eu. Ma fille a commencé à faire des cauchemars peu après ses 1 an, mais une nuit, vers 16 mois, elle s'est réveillée en hurlant d'une façon que je n'avais jamais entendue. Je suis monté et j'ai trouvé qu'elle venait de se réveiller d'un très mauvais rêve, mais elle restait inconsolable malgré mes bras. J'ai fini par la promener dans toute la maison pour tenter de l'apaiser et de la rendormir, mais au bout d'un moment je devais aller aux toilettes. Je l'ai donc emmenée dans notre salle de bain et j'ai allumé la lumière. Aussitôt entrée, elle a cessé de pleurer et s'est calmée d'un coup. Je ne l'avais jamais vue réagir comme ça, alors je lui ai demandé
Qu'est-ce qui t'a fait si peur, mon trésor ? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a répondu sans hésiter, Luc Luc. Il y a 2 ans, mes parents, mon frère et moi avions terminé le dîner et décidé de laisser la vaisselle pour le lendemain matin. Après ça, chacun est allé dans sa chambre, et à peine 5 minutes plus tard, un bruit énorme a retenti dans la salle à manger, un vacarme semblable à des chaises qui s'écroulent tout en même temps. Nous avons accouru et découvert la pièce dans un désordre complet, la table renversée, les assiettes et les verres éparpillés au sol comme si quelqu'un avait tout balayé d'un seul geste. C'est à ce moment-là que ma mère a crié, sa voix résonnant dans la maison. Elle disait qu'elle avait vu, dans le reflet de la fenêtre du salon, une silhouette se tenant derrière nous, quelqu'un ou quelque chose qui n'aurait pas dû être là. La panique nous a tous envahis. Le silence qui a suivi ce fracas semblait presque plus inquiétant que le bruit lui-même, comme si la maison retenait son souffle. Puis mon père a dit d'une voix grave que nous allions dormir tous ensemble dans la même chambre pour la nuit. Rien que ces mots ont suffi à me faire comprendre à quel point il était lui aussi troublé, lui qui d'ordinaire ne se laissait jamais impressionner. Cette nuit-là, nous avons eu du mal à fermer l'œil, chaque craquement du plancher ou souffle du vent contre les volets nous paraissait suspect. Et le plus étrange, c'est qu'en y repensant, nous avons compris que des choses inhabituelles s'étaient déjà produites auparavant, des objets déplacés, des bruits inexplicables, mais nous les avions toujours ignorés. Quand j'étais enfant, j'habitais dans la maison où ma grand-mère était décédée. À cette époque, il n'y avait que ma mère et moi. Elle allait se coucher tôt, vers 7 ou 8 heures du soir, car elle se levait aux aurores, et moi je me couchais à la même heure. Presque chaque nuit, j'entendais des pas qui montaient lentement les escaliers et parcouraient le couloir. J'avais toujours une veilleuse allumée parce que j'étais terrifié par l'obscurité. Parfois, les bruits de pas s'arrêtaient juste devant ma chambre et, dans la lumière faible de la lampe, je voyais des ombres rapides traverser les murs comme si quelque chose passait devant ma porte. Ces nuits-là, je faisais souvent des cauchemars. Je n'en garde pas beaucoup de souvenirs précis, mais plus tard ma mère m'a raconté que je venais la réveiller en lui parlant d'un homme avec un drôle de chapeau qui me poursuivait dans mes rêves. À l'époque, j'aurais pu mettre ça sur le compte d'une imagination d'enfant, surtout dans une maison ancienne où tout grince et où le silence amplifie les moindres bruits. Pourtant, ce détail me trouble encore aujourd'hui, ma mère m'a confirmé qu'elle aussi entendait parfois ses pas dans le couloir, alors qu'il n'y avait que nous deux dans la maison. Ces souvenirs restent flous, mais l'atmosphère de ces nuits demeure ancrée en moi, un mélange de peur, de mystère et de cette impression étrange que la maison gardait quelque chose du passé. Je préparais des œufs pour mon ami et moi après une nuit passée chez moi. J'ai cassé un premier œuf dans la poêle, j'ai jeté la coquille, puis j'ai crié depuis la cuisine pour lui demander s'il en voulait un ou deux. Il m'a répondu 2 sans hésiter. Je me suis tourné vers le frigo pour prendre un second œuf, j'ai tiré le carton et je suis resté figé, la boîte était pleine, les 12 œufs impeccables à leur place comme si je n'en avais jamais touché un. J'ai regardé de nouveau la poêle où l'œuf grésillait, prêt à être retourné, puis le carton intact, puis la poubelle, rien dedans, pas la moindre coquille. J'ai fouillé le plan de travail, la cuisinière, le sol, j'ai ouvert le bac à légumes comme si une coquille avait pu se téléporter là, j'ai vérifié le four par réflexe, j'ai même passé la main derrière le grille-pain. Rien. J'ai appelé mon ami pour qu'il vienne constater, il a compté les œufs à voix haute, 12, il a soulevé le sac poubelle, vide de coquilles, il a ouvert tous les placards en rigolant à moitié et en me demandant si je n'avais pas rêvé. Pour avancer, j'ai repris la poêle, j'ai servi l'œuf qui était bien réel dans l'assiette, puis j'ai recassé 2 œufs du carton plein, comme si la matinée refusait de suivre la logique la plus simple. Pendant que ça cuisait, j'ai refait le film de la veille, les courses, la boîte neuve achetée au supermarché, le chemin jusqu'à la cuisine, le frigo sans support à œufs dans la porte, mes habitudes qui ne changent pas. Après le petit déjeuner, on a tout repassé au peigne fin, on a vérifié le sac de recyclage, on a inspecté la cour, on a secoué le tapis de cuisine, on a soulevé le couvercle du mixeur, rien n'expliquait l'œuf cuit sans coquille disparu et la boîte restée intacte. La journée a continué comme si de rien n'était,
Pourtant ce détail m'est resté en tête. J'ai noté l'heure, j'ai pris une photo du carton encore plein, j'ai gardé la poêle non lavée un moment pour me convaincre que je n'avais pas inventé la scène, j'ai même appelé un voisin pour lui raconter l'histoire et voir si quelqu'un avait une explication concrète. Personne n'en avait, et le souvenir de ce petit déjeuner est devenu une énigme domestique que je ressors parfois, un moment où la routine la plus banale a glissé d'un cran et m'a laissé avec une question sans réponse au milieu d'une cuisine parfaitement ordinaire. Ça s'est passé entre mars et avril 2013. Mon ami et moi sortions du cinéma et il était environ 22h45. Comme on traînait encore un peu dehors, on a décidé de prendre un raccourci par la cour de notre ancienne école, un grand bâtiment abandonné en mauvais état. Sur un coup de tête, on a voulu tenter d'entrer à l'intérieur pour explorer. L'école avait 2 ailes en forme de L, 3 étages et 3 entrées. Le hall principal reliait les 2 ailes et, à chaque extrémité des couloirs, il y avait des escaliers. Par chance, une fenêtre près de l'entrée de l'aile basse était ouverte. On est donc entré par là, directement dans le sous-sol. On s'éclairait avec les lampes de nos téléphones, en évitant les fenêtres. Même si l'école n'était plus utilisée, beaucoup de matériel traînait encore, instruments de musique, uniformes, billards, chaises. On a exploré le sous-sol pendant une quinzaine de minutes, puis on est monté au premier étage. Dans le hall, une grande bâche ou une sorte de plastique séparait l'aile basse du reste, probablement à cause de travaux. On a parcouru le couloir en ouvrant les salles de classe, toutes ravagées par l'eau ou par le vandalisme. Tout était délabré. Avec du recul, je crois qu'on a eu de la chance que le plancher ne s'effondre pas sous nos pas. C'est en sortant d'une des classes qu'on a entendu la bâche bouger. Pas un bruit de vent, mais bel et bien quelqu'un qui la déplaçait. On a aussi perçu des pas, mais étranges, comme s'ils changeaient de rythme de manière aléatoire. On a cru que c'était la sécurité, alors on s'est caché dans une salle, derrière la porte. 2 minutes de silence total, plus rien. On s'est dit que c'était sûrement des bruits normaux et on a repris l'exploration, montant cette fois au 2e étage par l'escalier opposé au hall. Tout le temps où on y était, on entendait parfois des sons, mais on ne s'en inquiétait pas. Une fois le 2e étage parcouru, on a voulu redescendre par l'escalier qui menait au hall. Au milieu de cet escalier, il y avait un palier. C'est là que tout a basculé. Depuis ce palier, on voyait la bâche. Elle bougeait encore. En plus, on entendait un bruit de grattement. J'ai osé jeter un œil. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était une créature. Amaigrie, quasiment nue, aucun vêtement visible, la peau d'une pâleur cadavérique. Quelques cheveux très fins sur le crâne. La première comparaison qui m'est venue, c'est Gollum, mais en plus grand. Elle était accroupie, griffait le sol, et poussait des bruits rauques, entre grognements et respirations sifflantes. Elle nous tournait le dos. Je suis resté figé, incapable de bouger. Puis j'ai fait un pas en arrière et ai juste pointé la créature du doigt en regardant mon ami. Il a jeté un coup d'œil à son tour, et j'ai vu son visage se transformer en un mélange de terreur et de choc. On est resté là, immobile, à l'observer pendant une vingtaine de secondes. Puis, cliché de film d'horreur, mon pote a reculé trop vite et a marché sur un éclat de verre. Le craquement a retenti. La créature a sursauté, s'est retournée et m'a fixé droit dans les yeux. J'ai pris mes jambes à mon cou. Nous avons couru de toutes nos forces, dévalé jusqu'au sous-sol pour ressortir par la fenêtre, et tout le long j'avais l'impression qu'elle nous poursuivait. Chez mon ami, on a repris nos esprits et comparé nos souvenirs pour vérifier qu'on n'avait pas halluciné. Mais non, on avait tous les deux vu la même chose. Je sais bien que ça paraît incroyable. Si quelqu'un d'autre me le racontait, je serais sceptique. Mais je jure que c'est arrivé. Et encore aujourd'hui, mon ami confirme chaque détail. On a eu le temps de bien la voir, c'était humanoïde, mais pas humain. La seule explication rationnelle serait un SDF nu, mais en Norvège du Nord, en plein hiver, c'est presque impossible de survivre sans vêtements. Et il n'y a pratiquement pas de sans-abri dans cette petite ville. Quant à un animal, non. On l'a trop bien vu. Ça ne ressemblait à rien de connu.
Je n'ai aucune explication. Et pourtant, on a vu ce qu'on a vu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.